Eh bien, bonsoir, bonjour, il est encore le soir, bonjour Guillaume Musso, merci Bonjour. infiniment. Merci infiniment d'être là et avec nous. Alors, je blaguais cet après-midi en disant, est-ce que votre écran sera assez grand pour accueillir Guillaume Musso, l'écrivain préféré des Français depuis, je ne sais même plus combien d'années. Voilà, vous êtes au top tous les ans et là, vous revenez en plus toujours numéro un avec un nouveau roman, L'inconnu de la Seine. Euh, Bonjour Guillaume, on nous annonce un retour au polar. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Retour au polar. Moi, j'ai toujours eu vraiment énormément de mal à mettre des étiquettes sur mes livres. Je crois même que je ne sais pas vraiment bien identifier la différence entre polar, thriller, roman noir. Alors, c'est qu'il y a vraiment des puristes pour qui tout ça est très clair. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'écrire des romans hybrides. Disons, le qualificatif quand même qui revient, c'est quand même un roman à suspense, mais le suspense, voilà, est davantage psychologique, davantage mental. Donc voilà, je trouve que j'écris des sortes de thrillers intimes. Eh bien là, thriller, oui, parce que finalement, il y a quand même une intrigue assez redoutable au départ. On repêche, la brigade fluviale repêche à Paris une jeune femme sans identité, elle est glacée, on la sort de l'eau comme ça, on a l'impression d'une naïade. Et puis, elle est d'abord non identifiée et on va pouvoir bientôt l'identifier grâce à une montre notamment. Enfin, on retrouve des petits morceaux qui vont petit à petit recomposer l'identité de cette fille qui, en réalité, est déjà morte. Oui, Alors, c'est une pianiste allemande, Milena Bergmann, qui est décédée dans un crash d'avion un an avant. Et donc, la flic qui commence à mener son enquête est confrontée effectivement au fait voilà, de ne pas savoir comment peut-on être à la fois morte ou vivante et vivante. Et là, c'était ce que je voulais faire. C'est en littérature, souvent on dit, voilà, la définition de la littérature fantastique, c'est ce moment de latence, à partir du moment où un personnage est confronté à un événement qui le dépasse et qu'il n'arrive pas à expliquer de façon rationnelle. Donc ça, c'est ce point de départ où on a plusieurs chapitres, où on est dans cette indécision-là. d'accord. Alors là, on est dans une indécision, effectivement, mais une indécision qui est amenée d'abord par le plus vieux des cold cases, le plus vieux des affaires non classées, parce que l'inconnue de la scène, elle est connue finalement avant que ça ne soit un roman. C'est vrai. C'est un fait divers que vous avez sorti de l'eau quasiment, C'est parce qu'on un, l'a un petit peu oublié. Oui, alors, j'étais très content de remettre l'inconnu de la scène sur le devant de la scène. Et l'idée, c'était, oui, j'ai toujours été, moi, fasciné depuis mes 17 ans. J'ai passé le bac de français, on avait la rencontre dans la littérature et on avait donc au programme Aurélien de Louis Aragon qui s'ouvre avec cette phrase: la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Et Aurélien, au fur et à mesure, voilà, va tomber quand même amoureux de Bérénice et son regard sur elle va changer. On a une sorte de cristallisation amoureuse et un moment, au moment où on commence vraiment à la trouver jolie, il la compare effectivement à ce masque mortuaire. Et ce masque mortuaire, c'est le masque qui a été fait par un employé de la morgue sur le cadavre d'une jeune noyée qu'ils avaient repêché à l'époque et qui a un visage effectivement assez. Alors, je l'ai là. Oui, je le cherche, moi aussi. Ah, j'ai pas mis Regarde. ma... Hop là. Je l'ai en vrai. J'ai ce masque donc qui est ce masque avec ce visage très 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 serein, alors que cette jeune femme vient de passer de vie à trépas. Et donc j'étais allé voir quand j'étais plus jeune les photos qu'avait fait Man Ray de ce visage et ce fait divers littéraire m'avait toujours fasciné. Je l'avais mis dans un coin de ma tête et comme souvent chez moi, les choses peuvent revenir 10 ans, 20 ans après. Dans Profession écrivain, Murakami parle de ça en disant, voilà, on a, les écrivains ont ont une sorte de gigantesque tiroir tiroir mentaux, dans lesquels, effectivement, ils classent des choses et tout ça, effectivement, peut parfois
rester là 10 ans, 20 ans avant que d'un seul coup, on aille rechercher ça. Et c'est ce qui s'est passé sur ce roman. Et alors, ce masque que vous avez chez vous, vous êtes chez vous? Vous êtes dans Oui, je suis votre bureau? dans mon bureau. Dans mon bureau, c'est là où j'écris. Parce que moi, je travaille jamais chez moi. J'amène mes enfants à l'école le matin. Je vais travailler dans un bureau qui, en fait, qui est mon ancien appartement. Et je travaille de 9 heures à 19 heures. Et c'est un bureau très accueillant. Et, euh, et c'est vital d'avoir un endroit à soi. Stephen King disait toujours, voilà, pour écrire, il faut arriver à fermer la porte. Et fermer la porte, c'est avoir un lieu dans lequel on puisse se sentir comme ça suffisamment protégé pour traverser le no man's land qui va nous amener vers notre monde imaginaire. Mm. Et ce masque que vous avez vous l'avez acquis depuis le roman ou c'est quelque chose que vous trimballez aussi depuis des années? Alors j'avais des photos, j'avais jamais trouvé de masque. Quand je me suis penché sur la question, j'ai vu qu'en fait à Paris, à Arcueil, en fait, il y a un atelier qui s'appelle l'atelier Lorenzi, qui est l'endroit où ils ont en fait moule d'origine et qui peuvent effectivement faire ces masques. Soit c'est des masques qui sont en plâtre ou en résine. Et je suis allé visiter l'atelier pour en acquérir un. D'accord. Et quand vous étiez le lycéen qui lisait Aragon, pour vous, elle était morte de quoi, cette inconnue? J'ai toujours bien compris que il y avait sûrement un côté un petit peu poétique et que ça te noyait. Parce que vous savez, lorsqu'on repêche vraiment des gens et des corps noyés, on voit bien que c'est quasiment impossible que les gens aient cette finesse effectivement de visage. Mais il y a toute une mythologie autour de ça. Supervielle, Nabokov, Aragon, même Gainsbourg, hein, la chanson La Noyée fait aussi référence à ça. Ben, ça nous projette sur cette frontière entre la vie et la mort et ce passage euh, compliqué sans doute. Sans doute, on verra le plus tard possible. Voilà. Et alors, à partir de ça, comment est-ce que vous avez composé et quand est-ce que ça vous est revenu, cette histoire-là? Parce que Ça m'est revenu il y a 2 ans quand le New York Times avait consacré une pleine page effectivement à cet atelier, à ce masque. Et voilà, je m'étais dit, ah oui, mais c'est vrai que combien j'avais été marqué par ça. Et au même moment, je lisais à mon fils de 6 ans des livres sur la mythologie. Et alors des livres très très simples, hein, mais on s'est pris au jeu tous les deux. Et j'ai redécouvert la figure de Dionysos, qui est un dieu vengeur, qui est un dieu cruel, qui est le dieu finalement de la perte de contrôle de soi. Et ça m'a complètement fasciné. Et Dieu sait pourquoi, à un moment, ces deux histoires-là se sont raccrochées entre elles. Et ça, c'est le mystère de la création qu'on n'arrive jamais à rationaliser. Pourquoi à un moment, voilà, vous avez une étincelle qui fait que des choses apparemment très, très éloignées paraissent s'imbriquer de façon naturelle. Et là, voilà, et là, pendant 2 mois, 3 mois, construction d'un plan, d'un synopsis très, très détaillé, qui est un peu à l'image, effectivement, de la tuyauterie, de la charpente. Vous avez les rebondissements. Et vous savez, l'auteur américain Dennis Lehane dit oui, il y a un travail de tuyauterie, mais nous ne sommes pas des plombiers. Ça veut dire finalement que une fois que vous avez la charpente, il y a le moment où vous devez écrire, vous devez mettre de la chair sur le squelette. Et là, voilà, là, c'est le moment de l'écriture. Le moment de l'écriture, c'est là où vous devez rajouter les émotions des personnages et qui est ce mix entre à la fois une intrigue qui se tienne, découpée, construite, et les personnages qui, eux, vont être vecteurs d'émotion. Pour moi, un roman, ça a toujours été un vecteur d'émotion avant d'être un message. C'est toujours, voilà, c'est une histoire, mais qui passe d'abord par l'émotion pour aller vers
l'intelligence. Et c'est l'émotion qui prime. Et l'émotion, c'est les personnages qui l'apportent. Et les personnages, voilà, il faut les connaître, il faut s'identifier à eux. Moi, j'ai besoin de m'asserrer avec eux. C'est pour ça que je travaille beaucoup, parce que j'ai besoin même de les caster, faire une même scène. Voilà, vous la faites. Je suis allé sur des tournages de séries récemment et je me suis dit, c'est pas très très loin de ce que je fais, à savoir réécrire sans cesse une scène en changeant voilà, une intonation, un mot, une phrase, jusqu'à ce que ça sonne juste et jusqu'à ce qu'il y ait cette cette petite magie qui vous fait dire que vous êtes sur le bon chemin. Et vous faites ça à l'intérieur ou à voix haute? Est-ce que vous lisez vos textes? Ouais, pour les dialogues, oui. Enfin, je peux du moins les murmurer. Parfois, vous savez même plus si est-ce que vous êtes en train de les réciter ou pas, ou est-ce que c'est simplement dans votre tête. Alors, c'est pas le gueuloir hein, à la Flaubert, mais c'est quand même, oui, c'est des scénettes. Voilà, vous voyez que parfois, non, parfois ça va pas et parfois, vous savez, vous voulez être sur un dialogue, vous voulez être beaucoup trop littéraire en disant, ah ben non, attention, il y a la répétition d'un mot. Or, vous savez très bien que quand on parle, on s'en fiche finalement de répéter. Donc, il faut, voilà, c'est ce travail pour faire quelque chose de littéraire, mais avec une fluidité qui ressemble à un dialogue de la vie courante. Et alors, ça vous passionne finalement? Enfin, vous êtes un écrivain passionné aussi par le making-of. On a l'impression, vous avez écrit en 2019 et en 2020 La vie secrète des écrivains. La vie est Oui. un roman. On a l'impression que vous aimez votre sujet au point voilà, d'en faire enfin, que l'outil est le sujet. Oui, parce que je fais ça quand même maintenant depuis longtemps. Je peux dire que je crois que depuis 1999, quoi, je me lève le matin en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui. J'ai cette légitimité-là qui est une légitimité finalement euh, qui est liée à l'expérience, au fait d'avoir écrit 19 livres et au fait que chaque fois que je fais des rencontres avec les lecteurs, c'est toujours de ça qu'ils me parlent. Ils ne parlent jamais de moi et c'est très bien. Ils me parlent de comment vous écrivez, d'où viennent vos idées, l'imagination, combien de temps on met pour écrire un roman, dans quel endroit on travaille, que faites-vous si vous avez le syndrome de la page blanche, qui vous lit en premier. Donc il y a cette envie-là, ces interrogations-là, et j'ai voulu, notamment dans l'avant-dernier livre, qui s'appelle La vie est un roman, ouvrir vraiment la boîte noire de cette création, y compris dans ce cas-là de moins glamour, dans ce cas-là de moins... vous savez, il y a cette image complètement fausse des écrivains colportés depuis des décennies sur voilà, l'inspiration toute puissante, le côté l'écrivain, la bouteille de whisky qui écrit la moitié d'un livre en une nuit, ou alors le côté une muse, une femme, un homme qui peut inspirer un roman qui va s'écrire presque de lui-même. Alors que moi, tous les auteurs, tous les écrivains que je connais, effectivement, ben, de quoi on parle quand on se voit, bah, du fait qu'il faut forcément passer par la case travail et que le roman ne s'écrit pas de façon magique et que chacun a ses trucs, ses techniques pour rentrer dans son histoire. Et c'est très, très différent hein, d'un auteur à l'autre. Je pense souvent, quand je parlais de ça avec Douglas Kennedy, Douglas disait, voilà, ben moi, j'écris tant de signes par jour, puis quand j'ai le nombre de signes, j'arrête et je fais ça effectivement tous les jours et au bout de tant de semaines, j'ai un roman. Et je suis assez admiratif de ça et à la fois, je me dis, mais toi, tu ne pourrais pas faire ça parce que ce n'est pas du tout ta façon de fonctionner. Tout ton cerveau ne marche pas comme ça. Et je suis très curieux de la façon, effectivement, dont les autres auteurs travaillent. Et moi, je sais que je ne peux travailler qu'en étant complètement immergé, coupé du monde. Et c'est très bien comme ça. Et ça a changé par rapport au Guillaume Musso de 1999 qui se levait le matin pour écrire son premier roman.
Bah, déjà, il se levait le matin pour aller donner des cours d'économie à des lycéens ou des étudiants en fac. Et donc, oui, non, moi, pendant longtemps, effectivement, j'ai écrit la nuit, je corrigeais mes copies, je faisais mes cours jusqu'à 20h, et de 20h à 3h30 du matin, je travaillais, j'écrivais, je me levais à 3h30, je me couchais à 3h30, je me levais à 7h et j'allais faire cours. J'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus d'énergie, je voulais faire à tout prix ça. Voilà, il y avait que, c'était là, il y avait mon métier et l'écriture. Donc pendant longtemps, je me suis accroché. Je savais que ma vie était là. Et donc, euh, voilà, c'était comme ça que j'avais cette double vie, en fait. Et c'est ce que je conseille, hein, aux gens qui se lancent, qui écrivent, surtout, voilà, ayez un job à côté, ne lâchez pas votre, votre job. D'ailleurs, parce qu'une partie de la vraie vie par rapport à son métier et par rapport à tous ceux qu'il y a autour peuvent vous apporter des idées, vous relie vraiment à la vie réelle. Et c'était très formateur, voilà, d'avoir Alors, ces deux professions. ça vous a servi à quoi l'économie dans vos romans? Moi, j'ai toujours, depuis que je suis petit, j'ai une mère bibliothécaire, donc artistique, et j'ai un père qui est directeur financier, donc lui lié davantage à la vie réelle, aux chiffres, à l'économie. Et j'ai toujours été fasciné j'ai toujours été curieux des deux mondes. Et j'ai de suite su que pour ma vie d'homme, j'avais besoin à la fois d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. J'ai besoin, je ne suis pas qu'un rêveur et je ne suis pas que quelqu'un qui vit dans une vie complètement matérielle, concrète. Et ça a été, oui, je crois que dès l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai eu cette intuition-là qu'il fallait que voilà, que je vive en intégrant ces deux dimensions parce que le monde est riche et que je voyais très bien qu'il y avait des passerelles entre les deux. Mhm. Aujourd'hui, vous êtes peut-être moins ancré dans la réalité, parce que vous donnez quand même plus de cours à la fac depuis Non, un moment. non, mais Et comment vous arrivez à reprendre, je sais pas, une assise quand vous avez deux enfants qui ont 4 ans et 8 ans, croyez-moi, la réalité, elle est bien là. Donc je m'en occupe énormément. Je fais plein de choses avec eux. Je fais des sorties avec eux. Donc voilà, je n'ai pas l'impression de ne pas être dans la vie. J'ai l'impression d'avoir deux vies, mais qui là, pour le coup, sont assez cloisonnées parce que quand je suis avec mes enfants, je suis tout entier avec eux parce qu'en plus, les enfants jeunes, eux, quand ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vous là, maintenant, dans la seconde, et vous ne pouvez pas leur dire oui, non, mais attends, je termine ça. Non, voilà, vous êtes là et vous êtes pleinement là. Donc, en fait, ça m'a servi à avoir finalement c'est presque ces deux cerveaux, en fait, qui marchent en parallèle. Mais non, j'ai même l'impression d'être davantage dans la vie grâce aux enfants qu'il y a une dizaine d'années. D'accord. Alors, votre vie aujourd'hui, c'est Paris, et puis Paris, c'est vraiment le personnage du roman, j'ai envie de dire encore plus que l'enquête, encore plus que cette fille qu'on repêche ou le duo d'enquêtrices dont on va parler. Paris, ça se passe sur 5 jours. On est Hidalgo et Tomanette, donc c'est à peu près, on est dans le contemporain, Oui, sauf qu'il n'y a pas de Covid. Euh, oui. mais il y a Saccage à Paris un petit peu aussi, etc. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez choisi Paris et ce Paris-là en particulier? Paris Alors, central, ouais. joli. J'ai choisi Paris parce que j'ai écrit une grande partie de ce livre donc pendant la crise sanitaire, quand on n'arrivait pas, quand on ne pouvait pas sortir, très très peu. Et donc, je me suis dit, cette année, tu ne peux pas aller faire de repérage, soit aux États-Unis, soit ailleurs. Donc, je me suis dit, écris vraiment sur ce que tu connais, et donc sur le Paris que tu connais. Et ça a été, oui, c'était une révélation et un plaisir finalement d'écrire sur ce Paris qui est à la fois… Alors, Paris et moi, c'est une histoire d'amour contrariée, mais comme beaucoup d'entre nous, je pense, c'est la quantité de choses qu'on aime
à Paris, l'histoire, la culture, les monuments. Quand on traverse la Seine le soir, on se dit qu'on vit dans la plus belle ville du monde, et il y a des autres moments où on se dit que effectivement, voilà, la ville a aussi des inconvénients. Donc, je voulais un Paris vraiment réaliste. Je voulais pas un Paris de carte postale. Et je voulais, voilà, je voulais ce Paris qui soit un théâtre, à la fois un théâtre onirique et culturel, parce que c'est le Paris de l'inconnu, de la scène, de quantité de lieux, mais c'est aussi voilà, le Paris de 2020, 2021. L'envie de ne pas mettre le Covid, oui, c'était parce que finalement, quand vous êtes dans votre fiction 10 heures par jour, c'est très bien si ça peut être aussi une échappatoire. Et la période était tellement morose que ce n'était pas une contrainte dont j'avais envie voilà, de mettre et de subir dans le roman. Et donc, ça allège un peu ça. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Et je sais que pendant que j'écrivais, je parlais de ça aussi avec d'autres auteurs, y compris Maxime Chatham, qui est mon grand copain dans l'édition. Et lui, il me disait, mais pareil, il me dit, ah, on ne va pas s'infliger en plus une double peine. Donc, il me dit, ben oui, moi, mon polar aussi, pareil, j'ai envie que les gens puissent aller prendre un verre et que ça ne soit pas... voilà. Et je pense que c'était un bon choix. J'ai lu depuis des livres qui essayaient d'intégrer ça, le gel, le truc. Voilà. En tout cas, moi, je ne me sentais pas de faire ça. J'aurais eu peur que ça fasse trop artificiel. D'accord. Oui, bah là, c'est vrai qu'on l'oublie complètement. On est dehors en plein air. On a presque envie d'imaginer qu'il va bientôt y avoir un Musso Tour dans Paris, tant vous êtes précis sur, Oui, oui. sur les lieux. Voilà. Est-ce que ça s'est imposé, cette précision? Alors, c'est un pari, oui, c'est un pari, effectivement, où la moitié des lieux sont des lieux concrets qui existent, et l'autre moitié, c'est des lieux que j'ai ajustés, en fait, à mon histoire, mais à chaque fois en me servant de choses qui existent. Et, euh, et contre toute attente, effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire voilà, construire finalement ces décors parisiens, à tel point que j'ai très envie en fait d'écrire une suite et de poursuivre, de poursuivre cette exploration-là autour de Paris, autour de ce bureau des affaires non conventionnelles. Donc, c'est sur quoi je suis en train de réfléchir actuellement. Alors justement, bureau des affaires non conventionnelles, moi j'ai cru que c'était vrai. Je dois préciser, autre Mais, livre, on a à l'intérieur mais des images, des coupures de presse, on a même un article du Point, du oui, Citoyen. oui, Euh, absolument. Tout est faux, ou presque. Oui, En tout cas, c'est composé et c'est un très bel objet. Vous prenez soin du livre. Mais effectivement, ce bureau, donc, qui est annoncé comme une création des années 70, tout est faux. C'est marrant. Comment ça vous est venu? ça m'est venu avec l'envie que j'ai depuis longtemps d'écrire une sorte d'X-Files à la française qui se serait passée à la années 90 et dans les années 80, parce que j'avais très envie de raconter quelque chose par rapport à mon enfance. Et quand j'étais petit, je lisais les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol et ça me paraissait très très loin. Et aujourd'hui, je me dis, ah ben oui, quand même, ce début des années 80, quand j'étais au CP, CE1, CE2, on a plein de souvenirs comme ça de ce début d'école primaire, qui est l'âge aussi qu'a mon fils aujourd'hui. Je me dis, ah, mais j'aurais bien aimé, voilà. Je sais que Franck Tillier a fait quelque chose là sur les années 90. J'avais parlé des années 90 dans un roman qui s'appelle La jeune fille et la nuit, et ça m'avait énormément plu de me replonger dans ces souvenirs-là. Et donc, voilà, donc, à la base, il y avait cette envie-là. Donc, j'avais pris des notes sur une sorte de bureau qui aurait été un peu l'équivalent du GEPAN par rapport aux ovnis. Et c'est vrai que beaucoup de lecteurs, y compris des journalistes français, des journalistes étrangers, étaient persuadés, une journaliste italienne de la Repubblica, pensait, ah ben oui, et pour elle, c'était parce que le roman fait tellement vrai ce dont vous parlez, la reproduction d'articles de presse, d'articles du Monde,
que c'était… Et je suis très, très content de ça parce qu'il y a toujours… Vous savez, vous pouvez raconter des histoires complètement extraordinaires à condition qu'il y ait cette fameuse suspension de l'incrédulité là, dont parlait Coleridge. Et ça, mon maître dans ça, c'est Stephen King, ou dans les Stephen King, King nous invite quand même à croire parfois à des choses qui sont quand même très, très lourdes du point de vue de la véracité, de la rationalité, mais il prend soin d'abord de construire toujours des premiers chapitres avec, voilà, on s'identifie à des héros qui sont monsieur et madame tout le monde dans des petites villes très, très, très assez réalistes. Et à partir de là, voilà, on admet, une fois que vous êtes… voilà, vous avez dit, bon, bah, ok, je me laisse porter dans ce que me propose l'auteur, vous êtes prêt à croire effectivement à l'incroyable. Voilà, bah là, c'est tout simple, c'est Paris. Tout est très précis. Et puis, on a Mulder et Scully, si on veut. Un duo, donc Roxane, qui est flic, mais voilà, qui s'est été mise au placard, on peut le dire, qui se fait récupérer, etc. Et qui se retrouve avec Valentine, une stagiaire, thésarde, noire, avec des sacs Dior, avec une mini. Enfin, voilà, elle a tout un appareil de luxe. Voilà. Et donc, vous avez choisi d'abord deux nanas assez voilà, péchu. Pourquoi avoir composé ce duo tout à fait étrange? Je crois qu'en fait, il s'est imposé comme ça. Au départ, c'était beaucoup plus… en fait, au départ, c'était la flic et l'écrivain. Et plus j'avançais dans l'histoire, moins l'écrivain m'intéressait dans le sens où j'avais pas… Voilà, lui, il est solitaire, il a son histoire avec son père, sa souffrance. Et est apparu ce personnage de Valentine qui, au départ, devait être un rôle beaucoup moins développé, mais dès les premières scènes, j'ai senti que ce personnage était intéressant et que surtout son interaction avec Roxane marchait bien. Pareil que pour une scène de cinéma ou de série, vous voyez qu'il se produit un truc entre des acteurs et où le scénariste va rajouter des scènes pour finalement mettre aussi en vedette quelqu'un qui avait au départ un personnage un peu moins fort. Et c'est vrai que si j'écris une suite, ça sera davantage effectivement toujours ce duo féminin qui s'est finalement imposé de lui-même. Et moi, je recherche tout le temps ces moments dans l'écriture où les personnages voilà, commencent à faire des choses auxquelles vous ne les prédestiniez pas forcément. Alors justement, Alors, on retrouve dans le livre, il y a des clins d'œil à des personnages précédents, puisque tout Oui, est tellement précis que, voilà, moi, comme tout le monde, je suis allée googler pour voir le oui, nom. oui. Oui. On se fait avoir, hein, parce qu'on se dit, ils existent pas, on cherche. Hein, on va chercher le nom de vos personnages sur LinkedIn, on va chercher leur page Facebook. En dehors de quoi, donc, pour de vrai, vous avez ces deux personnages que vous avez composés et vous n'avez jamais écrit de série. Et là, vous hésitez. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, c'était oui, peut-être que non. Alors, Il y Guillaume, a, on va les retrouver. pour qu'il y ait une suite, il faut que l'auteur en ait envie, les lecteurs en aient envie et les personnages en aient envie. Là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de lecteurs qui me disent « Oh là là, mais alors, la fin du livre, on a quand même envie d'en savoir plus, on ne sait pas pourquoi Roxane a été mise au banc, on ne sait pas… » Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur elle. Valentine, on a un petit peu l'impression qu'on l'abandonne un peu avant la fin. Et tout ça a été volontaire, c'est-à-dire que quand j'étais au milieu du livre, j'ai bien senti que j'allais avoir envie de retrouver ces personnages-là. Et j'en ai un peu gardé sous le pied dans le sens où certains de leurs secrets, finalement, restent un petit peu voilà, planants. Donc moi, j'ai très envie de ça. Maintenant, il faut trouver toujours pareil la bonne histoire qui va faire que vous allez pouvoir en écrire 400 pages et pas simplement dire voilà, je vais faire une suite pour faire une suite. Non, vous la faites si vous avez au moins une intrigue aussi bonne que celle-là des baladins de Dionysos et de l'inconnu de la scène. Voilà, j'ai envie de dire, c'est notre dernier étonnement pour cette session. C'est Dionysos qui apparaît Oui, en plein Paris. On s'y attendait pas. Enfin, la mythologie grecque, elle va en poupe, hein, puisqu'il faut la protéger. oui, Mais absolument. voilà, ça, c'est Oui, pas oui.
il y a eu cette envie, voilà, de densifier le roman avec à la fois, je m'intéressais au monde du théâtre, des apparences, de cette idée de Shakespeare que le monde est un théâtre, que on joue tous un rôle dans la vie. Voilà, là, moi, je joue le rôle de l'auteur, vous jouez le rôle de la journaliste. Et du matin où on se lève au soir où on se couche, on joue un rôle qui est, voilà, qui est un faisceau d'attente par rapport aux autres, aux interactions qu'on va avoir. Et j'ai imaginé effectivement une sorte de troupe théâtrale, des baladins de Dionysos, qui, eux, allaient jouer à ça, mais à un niveau très, 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 très au-dessus, y compris en mêlant, en mêlant des meurtres et en pouvant aller très, très, très loin. Et on retrouve ce thème qu'on retrouve quand même dans beaucoup de mes livres, c'est cette frontière très, très, très poreuse entre la réalité, la fiction, le jeu, et ce moment où on ne sait plus très bien finalement de quel côté de la barrière on se trouve. Très bien. Eh bien, merci Guillaume Musso. Alors, une seule certitude entre la fiction et la réalité, c'est qu'en réalité, allez acheter la fiction. Merci beaucoup. On vous souhaite. Merci, Julie. Merci à tous. Apollon pour le tome 2. Ben, Voilà. pas mal. Eh ben, merci pour l'idée. À très bientôt. Merci. À bientôt. Un plaisir. Au revoir.